Bonjour à chacun. Vu du problème d'émission des vidéos de longue durée, c'est presque impossible de les mettre. On va décider de faire une série de petites vidéos. Donc, la nouvelle leçon concerne les systèmes mécaniques oscillants. Une petite introduction. Un système mécanique oscillant est un système en mouvement oscillatoire. Ça veut dire un mouvement aller-retour autour de sa position d'équilibre stable. Tout système qui fait un mouvement aller-retour autour d'une position d'équilibre est appelé oscillateur mécanique. Deux modèles à donner ici. Exemple, ce qu'on appelle le pendule élastique. Le pendule élastique, c'est tout simplement un système formé par un corps solide, indéformable et un ressort. Tel, par exemple, un ressort dans une position verticale, l'une des extrémités fixe, alors dans l'autre extrémité, on attache un corps solide S. Lorsqu'on écarte le corps S de sa position d'équilibre vers le bas ou bien vers le haut et on le lâche, il va effectuer un mouvement de va-et-vient. On appelle ça un mouvement oscillatoire. Et le système est appelé pendule élastique. Un autre modèle, le pendule pesant. Pourquoi pesant? Parce que son mouvement est grâce à son poids, ça veut dire grâce à la pesanteur. Un exemple ici, c'est une barre en rotation autour d'un axe fixe delta passant par l'une des extrémités O. La position d'équilibre stable de la barre est la position verticale passant par O. En écartant la barre d'un angle θ max, bien d'un angle donné, puis libéré, il va effectuer un mouvement de rotation aller-retour. On dit qu'il s'agit d'un pendule pesant. Donc, question. Comment peut-on mettre en équation un mouvement d'un système oscillatoire ou bien un système oscillant? La mise en équation, ça veut dire chercher comment évolue son abscisse x, son abscisse angulaire θ, son vitesse, son accélération et pourquoi pas comment évolue son énergie. Grand 1. Pendule élastique, c'est-à-dire on va prendre système ressort solide. Et dans un cas particulier pour fixer les idées, on va prendre le cas où le pendule élastique est dans une position qui est verticale. Le but, c'est savoir comment traiter les situations de ce genre. Premièrement, la force exercée par un ressort sur un corps solide. Ça, c'est fondamental dans cette partie. Il faut savoir toujours l'expression de la force exercée par un ressort sur un corps solide. C'est un point intéressant dans la leçon. Soit un solide attaché à un ressort de raideur K. Chaque ressort a une constante de raideur K qui caractérise l'élasticité de ce ressort et de sa longueur initiale L0. Par exemple ici, un ressort à vide. On dit qu'il est à vide puisqu'il n'est pas déformé, il ne supporte aucun corps.
de longueur L0 dans son état naturel. Après avoir attaché à ce ressort encore solide, puis écarté pour qu'il soit en mouvement, la longueur du ressort soit L. La longueur L est supérieure à L0 lorsque le ressort est étiré, allongé. Et on peut trouver aussi des cas où la longueur L est inférieure à L0, on dit que le ressort est comprimé. Donc, une convention à faire pour les calculs. Toujours essayer d'orienter le ressort par un vecteur unitaire U dirigé du point fixe vers le point libre, c'est-à-dire le point en mouvement. Toujours un ressort, un point, il a un point fixe, un support, et un point libre en mouvement lié à un corps solide S. Le vecteur unitaire U est dirigé du point fixe vers le point libre. Par définition, le vecteur force F associé à l'action du ressort sur le corps S est défini par la relation vectorielle suivante. F égale moins une constante K, appelée la constante de raideur du ressort, sa longueur à l'état étudié, moins sa longueur à l'état naturel vide, c'est-à-dire à vide, le tout qui multiplie le vecteur unitaire U. Et donc, si L est supérieur à L0, c'est-à-dire dans le cas où le ressort est étiré, allongé, L supérieur à L0, donc c'est positif avec le signe moins, ce coefficient sera négatif et donc F et U ont le même, ont de sens opposés. C'est le cas représenté dans le schéma précédent. Puisque L est supérieur à L0, F est dirigé dans le sens contraire à U. Avec U, donc c'est déjà dit. Comme ça, donc tout ce qui va rester ici, c'est déjà dit oralement. Avec U, le vecteur unitaire de l'extrémité fixe du ressort vers l'extrémité libre liée au corps S. Si L est supérieur à L0, ressort étiré F a le sens opposé à U. Et si L inférieur à L0, le ressort comprimé F a le sens de U. Voilà donc un petit exercice ou bien une question pour s'entraîner à chercher l'expression de F. On a représenté le schéma de tout à l'heure, mais avec deux axes xx' d'origine différente. En rouge, l'origine O est prise à l'extrémité libre lorsque le ressort est à vide. Voilà. Et le corps, l'extrémité, l'autre extrémité mobile du ressort a un abscisse X. En rouge. Deuxième cas, l'axe xx' en vert, son origine et coïncide avec l'extrémité fixe du ressort, alors que l'extrémité libre a un abscisse X. Comment peut-on exprimer la force F dans les deux cas? Ça, c'est la question posée. Donner l'expression de la force de rappel. On dit que c'est une force de rappel parce que la force F essaie toujours de rappeler le système S vers sa position d'équilibre. F exercé par le ressort sur le système S dans les deux cas, c'est-à-dire suivant la position de l'origine O de l'axe X'. Il suffit d'appliquer la formule F égale moins KL moins L0 fois U. Chercher l'expression de L et comparer le vecteur U au vecteur unitaire I. Dans notre cas, U est pratiquement égal à I. Donc on peut écrire la forme F égale, la formule F égale moins KL moins L0 fois I. Dans le premier cas, L égale à L0 plus X. Pourquoi? La longueur ici, par rapport au repère en rouge,
Cette longueur est égale à la longueur L0 plus l'abscisse X. Voilà. Alors que dans le deuxième cas, la longueur L du ressort est égale pratiquement X. C'est pour cela, dans le premier cas, L égale L0 plus X, et dans le deuxième cas, L égale X. Et les expressions qu'on peut obtenir, F égale moins K L0 plus X moins L0, je simplifie, il devient moins KX. Alors que l'autre, c'est, puisque L est égal à X, c'est moins KX moins L0 fois I. Donc les deux expressions sont différentes, elles dépendent de l'origine de ampère ou X. Voilà ce qu'on veut savoir ici, ce qu'on veut faire, c'est que faut savoir toujours donner l'expression de la force F selon le cas étudié, selon les conventions prises dans la situation qui sera devant vous. Voilà donc pour cette petite vidéo, la partie dynamique, c'est-à-dire l'étude du mouvement dans la vidéo suivante. Merci.